Chapitre 9. Je me trouvais donc sans ombre et sans argent, mais ma poitrine était soulagée du fardeau qui l'avait oppressée et je respirais librement. Si je n'avais pas perdu mon amour, ou si dans cette perte je m'étais cru sans reproche, je crois que j'aurais été heureux. Cependant, je ne savais que faire et j'ignorais ce que j'allais devenir. Je visitais d'abord mes poches, où je trouvais encore quelques pièces d'or. Je les comptais et je me mis à rire. J'avais laissé mes chevaux dans la vallée, à l'auberge prochaine, mais j'avais honte d'y retourner. Au moins fallait-il pour cela attendre le coucher du soleil, et il était à peine à son midi. Je m'étendis à l'ombre d'un arbre et je m'endormis profondément. À travers le tissu diaphane d'un songe délicieux, je vis grouper autour de moi les plus riantes images. Je vis Mina, couronnée de fleurs, s'approcher, me sourire, se pencher vers moi et glisser comme sur les ailes du zéphyr. L'honnête Bindel, le front radieux, passa devant moi et me tendit la main. De nombreux groupes semblaient former dans le lointain des danses légères. Je reconnus plusieurs personnes, et je crus même te reconnaître toi-même, mon cher. Une vive lumière éclairait le paysage. Cependant, personne n'avait d'ombre, et ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est que cela n'avait rien de choquant. Des chants retentissaient sous des bosquets de palmiers. Tout respirait le bonheur. Je ne pouvais fixer toutes ces images furtives. Je ne pouvais même les comprendre. Mais leur vue me remplissait d'une douce émotion, et je sentais que ce rêve m'enchantait. J'aurais voulu qu'il durât toujours, et en effet, longtemps après m'être éveillée, je tenais encore les yeux fermés, comme pour en retenir l'impression dans mon âme. J'ouvris enfin les yeux. Le soleil était encore au ciel, mais du côté de l'Orient. J'avais dormi le reste du jour précédent et la nuit tout entière. Il me sembla que ce fut un avertissement de ne plus retourner à mon auberge. J'abandonnai sans regret tout ce que j'y possédais encore, et je résolus de suivre à pied le sentier qui, à travers de vastes forêts, serpentait sur les flancs de la montagne. Je m'abandonnai à mon destin, sans regarder en arrière, et je n'eus pas même la pensée de m'adresser à Bindel, que j'avais laissé riche et sur lequel j'aurais pu compter dans ma détresse. Je me considérais sous le rapport du nouveau rôle que j'allais avoir à jouer. Mon habillement était très modeste. J'étais vêtue d'une vieille courte queue noire que j'avais portée jadis à Berlin et qui, je ne sais comment, m'était tombée sous la main le jour où j'avais quitté les bains. J'avais un bonnet de voyage sur la tête et une paire de vieilles bottes à mes pieds. Je me levai, coupai un bâton d'épines à la place même où j'étais, en mémoire de ce qui s'y était passé, et je me mis sur le champ en route. Je rencontrai dans la forêt un vieux paysan qui me salua cordialement. Je liai la conversation avec lui. Je m'informai, comme le fait un voyageur curieux et à pied, d'abord du chemin, ensuite de la contrée et de ses habitants,
enfin des diverses productions de ces montagnes. Il répondit à toutes mes questions en bon villageois et avec détail. Nous arrivâmes au lit d'un torrent qui avait ravagé une assez vaste étendue de la forêt. Ce large espace éclairé par le soleil me fit frissonner intérieurement. Je laissai passer mon compagnon devant moi, mais il s'arrêta au milieu de cette dangereuse traversée et se retourna vers moi pour me raconter l'histoire et la date du débordement dont nous voyions les traces. Il s'aperçut bientôt de ce qui me manquait et, s'interrompant dans sa narration, me dit « Comment donc, monsieur n'a point d'ombre ?» « Hélas, non, » répondis-je en gémissant. « Je l'ai perdu, ainsi que mes cheveux et mes ongles, dans une longue et cruelle maladie. Vous voyez, brave homme, à mon âge, quels sont les cheveux qui me sont revenus. Ils sont tout blancs. Mes ongles sont encore courts, et pour mon ombre, elle ne veut pas repousser. » Il secoua la tête en fronçant le sourcil et répéta « Point d'ombre, point d'ombre. Cela ne vaut rien. C'est une mauvaise maladie que monsieur a eue là. » Il ne reprit pas le récit qu'il avait interrompu, et il me quitta, sans rien dire, au premier carrefour qui se présenta. Mon cœur se gonfla de nouveau. De nouvelles larmes coulèrent le long de mes joues. C'en était fait de ma sérénité. Je poursuivis tristement ma route, et je ne désirais désormais aucune société. Je me tenais tout le jour dans l'épaisseur des bois, et lorsque j'avais à traverser quelques lieux découverts, j'attendais qu'aucun regard ne pût m'y surprendre. Je cherchais, le soir, à m'approcher des villages où je voulais passer la nuit. Je me dirigeais sur des mines situées dans ces montagnes où j'espérais obtenir du travail sous terre. Il fallait, dans ma situation présente, songer à ma subsistance. Il fallait surtout, et je l'avais clairement reconnu, chercher dans un travail forcé quelque relâche aux sinistres pensées qui dévoraient mon âme. 2 journées de marche par un temps pluvieux, où je n'avais pas le soleil à craindre, m'avancèrent beaucoup sur ma route, mais ce fut aux dépens de mes bottes, qui dataient du temps du comte Pierre, et n'avaient pas été faites pour voyager à pied dans les montagnes. Je marchais à pieds nus. Il fallait renouveler ma chaussure. Le matin du jour suivant, le ciel étant encore couvert, j'entrai, pour m'occuper de cette affaire importante, dans un bourg où l'on tenait foire, et je m'arrêtai devant une boutique où des chaussures vieilles et neuves étaient étalées. Je marchandais une paire de bottes neuves qui me convenait parfaitement, mais le prix exorbitant que l'on en demandait m'obligea d'y renoncer. Je me rabattis sur d'autres, déjà portées, qui paraissaient encore bonnes et très fortes. Je conclus le marché. Le jeune garçon qui tenait la boutique et dont une longue chevelure blonde ombrageait la belle figure, les remit entre mes mains après en avoir reçu le paiement, et me souhaita d'un air gracieux un bon voyage. Je me chaussai de ma nouvelle emplette, et je sortis du bourg, dont la porte s'ouvrait du côté nord. Absorbé dans mes pensées, je regardais à peine à mes pieds. Je songeais aux mines, où j'espérais arriver le soir même,
et où je ne savais trop comment me présenter. Je n'avais pas encore fait 200 pas lorsque je m'aperçus que je n'étais plus dans le chemin. Je le cherchais des yeux. Je me trouvais au milieu d'une antique forêt de sapins, dont la cognée semblait n'avoir jamais approché. Je pénétrai plus avant. Je ne vis plus autour de moi que des rochers stériles dont une mousse jaunâtre et aride revêtait la base et dont les sommets étaient couronnés de glaces et de neige. L'air était extrêmement froid. Je regardais derrière moi. La forêt avait disparu. Je fis encore quelques pas. Le silence de la mort m'environnait. Je me trouvais sur un champ de glace qui s'étendait à perte de vue autour de moi. L'air était épais. Le soleil se montrait sanglant à l'horizon. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Le froid qui me gelait me força de hâter ma marche. J'entendis le bruissement éloigné des flots. Encore un pas, et je fus au bord glacé d'un immense océan. Et devant moi, des troupeaux innombrables de phoques se précipitèrent en rugissant dans les eaux. Je voulus suivre cette rive. Je revis des rochers, des forêts de bouleaux et de sapins, des déserts. Je continuai un instant à courir. La chaleur devint étouffante. Je regardais autour de moi. J'étais au milieu de rizières et de riches cultures. Je m'assis sous l'ombre d'une plantation de mûriers. Je tirai ma montre. Il n'y avait pas un quart d'heure que j'étais sorti du bourg. Je croyais rêver. Je me mordis la langue pour m'éveiller, mais je ne dormais pas. Je fermais les yeux pour rassembler mes idées. Les syllabes d'un langage qui m'était tout à fait inconnu frappèrent mon oreille. Je levai les yeux. 2 Chinois, la coupe asiatique de leur visage me forçait d'ajouter foi à leur costume. 2 Chinois, disais-je, m'adressaient la parole avec les génuflexions usitées dans leur pays. Je me levai et reculai de 2 pas. Je ne les revis plus. Le paysage avait changé. Des bois avaient remplacé les rizières. Je considérais les arbres voisins. Je crus reconnaître des productions de l'Asie et des Indes orientales. Je voulus m'approcher d'un de ces arbres. Une jambe en avant, et tout avait encore changé. Alors, je me mis à marcher à pas comptés, comme une recrue que l'on exerce, regardant avec admiration autour de moi. De fertiles plaines, de brûlants déserts de sable, des savanes, des forêts, des montagnes couvertes de neige se déroulaient successivement et rapidement à mes regards étonnés. Je n'en pouvais plus douter. J'avais à mes pieds des bottes de 7 lieues.